Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est particulière pour moi car j'en suis à la troisième tentative pour l'écrire. Je m'explique. J'ai essayé de l'écrire une première fois dans les débuts de mon podcast, mais en vain. J'ai dû renoncer parce que je n'arrivais tout simplement pas à agencer tous les éléments ensemble. Il y avait entre autres trop de changements d'avocat, mais aussi beaucoup de refus de l'accusé à en avoir un pour le représenter. Bref, c'était trop pour moi à ce moment-là, il faut croire. Je pensais ensuite être assez solide pour faire une deuxième tentative quelques mois plus tard, mais rebelote. Je n'y suis, encore une fois, pas arrivée. L'expérience aidant, je suppose, me revoilà enfin avec cette horrible histoire finalement terminée et enfin prête à être racontée. Jamais 203, paraît-il. Je peux assurément vous dire que j'en suis plutôt fière. Encore mieux, je peux même vous affirmer que cette histoire est maintenant ma préférée et je peux vous assurer qu'elle vous donnera froid dans le dos. J'espère que vous l'aimerez aussi. Mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire d'Alain Piché. Cette histoire se déroule 7 fois les 20 et 21 mars 2007 sur la rue Milot de la résidence de la famille Piché, dans le secteur Cap de la Madeleine, à Trois-Rivières. Cette journée-là, 2 disparitions back-à-back, qui vont vite se transformer en double meurtre, auront lieu. Il s'agit, dans un premier temps, de Gaétan Piché, un homme de 72 ans, habitant depuis quelques mois dans une résidence supervisée pour personnes ayant des problèmes de santé mentale. Il n'y habite qu'en semaine, vu que les week-ends, il retourne chez lui rejoindre sa femme, âgée de 70 ans, et son fils, âgé de 36 ans. Monsieur Piché avait pris la bonne habitude de contacter son épouse par téléphone au moins une fois par jour. Ils étaient un couple très soudé. Mais cette fois-ci, lorsqu'il l'appellera, elle ne répondra pas. Il lui laissera alors plusieurs messages lui demandant de le rappeler, mais seul le silence lui répondra. Cette étrange situation va beaucoup l'inquiéter. Après avoir été avisé par M. Piché de cette absence inexpliquée, des patrouilleurs vont se rendre une première fois sur place. Une fois arrivés, ils toqueront à la porte. N'obtenant aucune réponse, ils en concluront donc que tout allait bien. Cependant, Gaétan était toujours aussi inquiet et c'est à ce moment-là qu'il prendra la décision de quitter sa maison d'hébergement et de prendre le bus pour aller voir par lui-même ce qui clochait chez lui et ainsi en avoir le cœur net. Une fois chez lui, il se retrouvera face à son fils. Nous sommes mercredi soir. Gaétan Piché devait retourner dormir à la résidence par la suite, mais ne reviendra jamais. Jeudi matin, le lendemain donc, ne le voyant pas de retour, des responsables de la résidence où demeure Gaétan en semaine vont alors contacter le corps policier municipal de Trois-Rivières pour leur faire part de leur inquiétude et pour rapporter sa disparition. Les policiers se rendront donc une deuxième fois à la résidence familiale des Piché. La découverte des corps. Nous ne connaîtrons pas immédiatement la version officielle de ce drame, mais plutôt celle des médias en premier. Il y aura bien quelques différences avec la vraie version, mais nous les connaîtrons un peu plus tard dans l'histoire. Ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'après avoir cogné en vain à la porte de cette résidence, les policiers vont demander l'aide d'un serrurier pour cette fois enfin entrer à l'intérieur. Ils avaient tout de même remarqué les 2 voitures stationnées dans l'entrée de la maison, soit celle de la maman et celle du fils. Une fois à l'intérieur, et tout en commençant à effectuer leur fouille, les policiers vont bien évidemment poser la question à haute voix s'il y avait quelqu'un dans la place. N'obtenant aucune réponse, ce sera en explorant le sous-sol qu'ils remarqueront la présence d'un contenant de viande dégelant à l'extérieur du congélateur et ils en seront immédiatement intrigués. C'est en ouvrant le couvercle de ce congélateur qu'ils seront confrontés à une scène d'horreur. En effet, ils y découvriront 2 corps décapités.
Ils vont ensuite faire le tour de la maison et constateront que le fils du couple, Alain Piché, était sagement endormi dans une des pièces de la maison. Les agents le réveilleront, lui feront savoir qu'il sera accusé du meurtre de ses parents et procéderont ensuite à son arrestation. Madame Piché aurait été vue pour la dernière fois le mardi après-midi, alors que son époux l'avait été le mercredi après-midi. Les enquêteurs vont rapidement se rendre compte qu'Alain Piché souffrait de schizophrénie. À première vue, les deux septuagénaires auraient été tués à l'aide d'un objet tranchant. Une fois les corps découverts, les policiers ont dû attendre avant de pouvoir pénétrer à nouveau dans la résidence, le temps d'obtenir un mandat de perquisition. Ils ont finalement pu y retourner vers minuit. Les corps ont ensuite pu être sortis de la maison où des autopsies y seront pratiquées au courant de la semaine qui suivra. Les causes précises de la mort de Lucie Fournier-Piché et de Gaétan Piché ne seront pas vraiment rendues publiques. Encore une fois, tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que Mme Fournier-Piché aurait été frappée pas moins de 18 fois à la tête et au cou avec une arme piquante et tranchante avant d'être décapitée. À la suite de cette sinistre découverte, une équipe d'experts de la sécurité publique de Trois-Rivières, de la Sûreté du Québec et du Laboratoire des sciences judiciaires de Montréal sera formée dans le but d'effectuer des examens minutieux de cette scène de crime macabre. Tout ce qu'ils pouvaient en déduire pour l'instant était que les victimes auraient été assassinées à l'aide d'un objet tranchant. Mais pas que. Elles ont carrément été décapitées et même si pour l'instant leur fils est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, il sera accusé de ces meurtres au premier degré. En fait, à ce stade-ci de l'enquête, la procureure de la Couronne qui sera chargée de ce dossier va refuser d'en dire plus sur les circonstances de ces deux morts tragiques. Elle se limitera plutôt à dire que ce sont là des éléments réservés à l'enquête de police en cours. Il ne sera pas non plus dit immédiatement que l'arme du crime, cet objet tranchant dont ils semblaient tous parler, était en fait une hache. Si l'on se fie à la position des corps retrouvés, l'assassin aurait ainsi placé le corps de Lucie en premier dans le congélateur et ensuite y aurait déposé le corps de Gaétan. En plus, le tueur aurait par la suite disposé de leurs têtes pour les placer chacune au bout de leurs pieds. Il est évidemment encore trop tôt pour déterminer à quel moment Lucie et Gaétan ont été assassinés. Est-ce que les corps étaient dans le congélateur depuis des heures ou bien depuis des jours? Une chose est sûre cependant, la personne qui s'est livrée à ces actes de mutilation avait bien fait les choses. Elle a tout d'abord nettoyé les corps avec soin, ainsi que la scène de crime par la suite. Tout était super propre dans la maison. Vu ce constat, les différents experts en scène de crime vont donc s'affairer à vérifier plusieurs pièces de la résidence pour y faire d'autres tests, notamment sur des vêtements et sur divers objets susceptibles de leur révéler la présence de taches de sang. Alain Piché, leur fils de 36 ans, qui souffrirait de schizophrénie, sera donc amené au poste de police pour y subir un interrogatoire. Mais avant d'aller plus loin, voyons tout d'abord qui sont exactement les membres de cette famille. Leur histoire. Lucie Fournier et Gaétan Piché se sont rencontrés à Montréal en 1969. Lucie arrivait de Matane lorsqu'elle a fait sa rencontre. Ne trouvant pas de boulot comme enseignante dans son petit patelin, elle avait alors pris la décision d'essayer d'en trouver un à Montréal. Gaétan, lui, était plutôt bibliothécaire avec comme grande passion les pratiques religieuses. Pour ces deux personnes, ce sera immédiatement le coup de foudre. Ils vont ensuite se marier cette même année et s'installer dans un petit appartement de la rue Saint-Laurent à Montréal. Ce sera en 1970, soit l'année suivante, que leur premier et seul enfant naîtra. Ils prendront ensuite la décision d'élever Alain dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières, plutôt qu'à Montréal, où ils y resteront jusqu'à leur décès. La famille Piché se fera très discrète durant toutes ces années. Rideaux toujours tirés, portes toujours verrouillées, jamais de visite non plus et ne se mêlant que très rarement aux rencontres entre voisins, en plus d'Alain qui ne jouait jamais dans la cour comme le font les enfants habituellement. Par conséquent, les voisins ne sauront jamais que Gaétan Piché souffrait en fait de schizophrénie,
tout comme son garçon plus tard lorsqu'il sera adolescent. Contrairement à son fils, Gaétan Piché a toujours suivi son traitement à la lettre, lui permettant ainsi d'être stable. Bien sûr, Gaétan avait de temps en temps des petites périodes moins le fun. Il devenait parfois irritable et parlait aussi régulièrement à ses plantes de rhubarbe du jardin, en plus de les flatter. Mais rien de bien méchant en fait. Quelques années passeront ainsi. Ce sera vers la fin de son adolescence qu'Alain Piché commencera à ressentir des symptômes de schizophrénie, mais à ce moment-là, sa mère va se voiler la face et préférer ignorer ses symptômes. Misère. De ce fait, elle n'ira pas consulter avec lui, ce qui aurait sans doute pu établir un diagnostic ainsi qu'une médication adéquate qui aurait pu l'aider. La vie va ensuite suivre son cours. Alain poursuivra ses études, mais toujours à l'écart des autres étudiants. Malgré les symptômes toujours aussi présents de sa maladie, il sortira tout de même de l'université avec un baccalauréat en comptabilité. Pendant ce temps-là, dans la maison familiale, 2 personnes schizophrènes vont s'affronter quotidiennement. Bien sûr, Lucie tentera à chaque fois de les calmer, mais en vain. Le climat familial se dégradera à tel point qu'un ultimatum sera lancé. Alain Piché demandera à sa mère de trancher. C'était lui ou son mari. Anyway, Lucie était déjà en grand questionnement à ce propos. Elle était constamment partagée entre la tentation de demander de l'aide et le désir de garder son secret. Après concertation, le couple va décider qu'il valait mieux que ce soit Alain qui reste à la maison. C'est donc à partir de là que Gaétan sera placé dans une résidence spécialisée où il pourra en sortir les week-ends. À la suite de ce placement de Gaétan, Alain se trouvera un emploi de vérificateur comptable dans une entreprise et c'est là aussi que les choses vont encore plus se gâcher. À son travail, Alain va comme toujours s'isoler et ne jamais s'intégrer au groupe. Ses collègues vont vite se rendre compte que quelque chose clochait avec lui, malgré son travail irréprochable. Ils le trouvaient tous très doué et lui demandaient d'ailleurs régulièrement des conseils, car Alain était toujours le premier à être à jour des derniers développements, mais malgré ça, sa présence les dérangeait. Ce que ses collègues ne savent pas, c'est l'emprise qu'Alain Piché exerçait maintenant sur sa mère à la maison depuis le départ de son père en semaine. Ne pouvant maintenant plus se défouler sur Gaétan, il a donc commencé à rendre la vie de sa mère infernale et redoublera tout de même d'agressivité lorsque son père reviendra leur rendre visite les fins de semaine. Cependant, Lucie va tout de même continuer à protéger son fils aux dépens de son mari. En fait, pour Alain, ça n'allait pas à la maison et non plus au travail, car il faisait maintenant face aux moqueries de ses collègues du fait de son comportement bizarre, comme mettre sa pomme dans un sac Ziploc. Ses collègues de travail le narguaient aussi en lui disant que c'était sa maman qui lui faisait ses lunchs et ça le fâchait au plus haut point. Piché sera finalement et enfin diagnostiqué schizophrène et médicamenté à l'âge de 32 ans et comme il s'en prenait maintenant de plus en plus souvent à ses collègues de bureau et un peu plus tard était devenu agressif aussi avec les clients, il sera réprimandé par son patron et quittera de lui-même son emploi sans prévenir personne. En fait, il est parti en vacances et n'est juste jamais revenu. Maintenant sans emploi, c'est sa mère qui en paiera les frais, encore une fois. Il va désormais lui dicter ce qu'elle doit acheter à l'épicerie et va régulièrement la menacer de faire une crise si elle ose transgresser ses ordres. Comme Lucie était très effrayée par son fils, elle obtempérera pour éviter ses attaques. À ce moment-là, Alain va cesser de prendre sa médication et son comportement va bien sûr dégénérer. Il deviendra alors encore plus violent avec sa mère et elle finira par enfin se résoudre à appeler la police, mais dans le but de le protéger, elle refusera de porter plainte contre lui. Plus tard, lorsqu'il commencera à la frapper, elle repassera un appel à la police. Son fils sera alors hospitalisé, mais Lucie refusera encore une fois de porter plainte. Pour faire bref, c'est à la suite de ça que Piché va commencer à établir un plan pour se débarrasser de ses parents. Et puis un jour, tout à coup, il aura une révélation. En plein épisode de délire
En plein épisode de délire psychotique, il savait maintenant qu'il devait éliminer sa mère, car selon lui, elle était un frein à sa nouvelle mission qu'il devait absolument accomplir. En effet, il était désormais l'élu d'une communauté de 500 000 habitants du sud de la France dont il devait sauver l'âme. Rien que ça. Et on connaît malheureusement la suite. Les accusations. À la suite de l'interrogatoire qu'il subira, Piché sera amené devant la juge du palais de justice de Trois-Rivières pour y être formellement accusé du meurtre au premier degré de ses parents. Comme les vêtements qu'il portait au moment de son arrestation ont dû lui être enlevés pour fin d'analyse, il ne portait donc, à ce moment-là, qu'un seul survêtement fourni par les policiers. Écoutons d'ailleurs un extrait de Piché lors d'une partie de son interrogatoire au poste de police. Ça fait combien d'années que tu habitais là? Non, j'embarque pas là-dedans. C'est juste des informations que j'avais. Non, j'embarque pas là-dedans. Pourquoi tu n'embarques pas là-dedans? Non, j'ai droit au silence. Ouais, t'as droit au silence. Je te l'ai dit, t'as droit au silence. Oui. Je te demande des informations. Le silence, c'est tout ça. Comme Piché restait de glace et que les enquêteurs ne pouvaient absolument rien en tirer, vu sa schizophrénie et sa tête de cochon, ils feront donc appel à des spécialistes, soit des psychologues judiciaires, pour les aider à structurer leur interrogatoire. Ce coup de pouce va ensuite les aider à mieux diriger la conversation avec lui et pouvoir ainsi le questionner correctement. Ce sera ainsi pour chacune des interactions qu'ils feront par la suite. Piché sera ensuite incarcéré au Centre régional de santé mentale de Shawinigan en attente de son procès. Mais avant qu'il n'ait lieu, Piché aura plusieurs brèves comparutions et c'est à partir d'ici qu'il va constamment se rebeller pour avoir le droit de se défendre par lui-même. La présidente du tribunal venait justement de lui demander s'il comptait être représenté par un avocat et sa réponse a été sans équivoque. Il ne voulait rien savoir d'en avoir un et ne voulait pas non plus en consulter un, même si la juge insistait pour qu'il le fasse. Elle va lui dire que les accusations portées contre lui étaient très sérieuses et que donc la présence d'un avocat lui serait nécessaire. Vu son entêtement, la magistrate va donc plutôt décider de reporter cette cause. Elle conseillera tout de même fortement à Piché d'en consulter un d'ici là. À cause de cette situation précisément, aucune évaluation psychiatrique ne sera demandée pour l'instant. Il sera plutôt décidé qu'ils verront ça en temps et lieu. Mais avant tout, ils voulaient tous voir si cet homme allait maintenir sa décision de ne pas être représenté par un avocat. S'il y a lieu par la suite, ils feront évaluer son niveau de responsabilité au moment des meurtres dont il est maintenant accusé. Cependant, Piché ne collaborait pas du tout avec la justice. Lors d'une brève comparution qu'il fera, le juge lui demandera s'il avait vu un médecin ou bien s'il souhaitait en voir un. Piché va lui répondre qu'il n'avait rien à déclarer. Aussi, lorsqu'il lui sera encore demandé s'il voulait prendre un avocat, il répondra, et je le cite, « Je ne veux pas d'avocat, un point c'est tout. » Il a ensuite préféré fixer le mur devant lui, les yeux perdus dans le vide. Ce qui s'annonce bien mal pour la suite des choses. Quelques semaines plus tard, cet homme, qui est accusé d'avoir tué ses parents en leur coupant la tête, sera enfin et finalement soumis à une évaluation psychiatrique. Cette évaluation visera surtout à déterminer ses aptitudes à comparaître et à subir son procès. Finalement, cet accusé n'aura pas le choix et devra se faire à l'idée d'être représenté par un avocat. Le juge lui en désignera donc un d'office. En fait, ce juge voulait avant tout protéger ses droits devant le processus judiciaire, vu les graves accusations qui étaient portées contre lui. Les conseils d'un avocat pourraient assurément lui être bien utiles. Piché lui dira encore une fois, « Je ne veux pas d'avocat, je ne le désire pas et je ne souhaite pas rencontrer Maître Grégoire. » Et je ne souhaite pas rencontrer Maître Grégoire, celui qui venait de lui être imposé. C'est un peu plus tard que le magistrat prendra connaissance du rapport d'évaluation psychiatrique qui sortira enfin. Ce rapport va conclure que, pour l'instant, Piché n'était pas encore apte à subir son procès. Il faudra donc davantage de temps pour évaluer plus en profondeur son aptitude
et sa responsabilité face à ces 2 horribles meurtres. Il restera donc interné au Centre régional de santé mentale de Shawinigan pour un autre 60 jours. Entre-temps, une contre-expertise sera demandée par la poursuite. Elle tenait à avoir un 2e avis concernant son aptitude à faire face au processus judiciaire. En fait, il sera mentionné que le cas Alain Piché n'était pas simple du tout, et j'en sais quelque chose. Cet homme ne collaborait aucunement, et ce qui compliquait les choses pour les psys qui devront l'évaluer est le fait qu'il ne parlait pas. Un médecin de l'Institut Louis-Philippe Pinel viendra tout de même essayer de le réévaluer. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un hôpital universitaire affilié à l'Université de Montréal offrant des services surspécialisés en psychiatrie légale. À la suite de cette 2e évaluation, Piché sera enfin déclaré apte à subir son procès. Il apparaîtra d'ailleurs en bien meilleure forme que lors de ses précédents passages en cour et pouvait maintenant tenir un discours plus cohérent. Cette fois, il est même arrivé aux côtés d'un avocat pour le représenter. Cette contre-expertise psychiatrique qui venait d'être demandée arrivera sensiblement aux mêmes conclusions que celles déjà faites par la défense, soit celle que cet accusé était en fait dans un épisode de schizophrénie et de psychose paranoïde au moment des faits, ce qui le rendait pratiquement non responsable des gestes qu'il avait alors posés en tuant ainsi ses parents. Dans ce dossier, la docteure Allard, sa psychiatre, parle entre autres du délire dont souffrait son patient au moment des meurtres. Elle y mentionne même que c'était le cas le plus complexe qu'elle avait pu voir au cours de sa carrière. Quand même. Elle expliquera, et je la cite, « Son délire s'est construit au fil des années. Il croyait qu'il faisait partie d'une race autre que québécoise. Sa mission était de sauver sa race et, pour ce faire, il devait se séparer de tout ce qu'il reliait à elle, dont ses biens et ses liens, dont ses parents. Généralement, la personne est ensuite placée dans une institution et son cas est réévalué régulièrement. Avant que le procès ne commence, le juge va préférer prendre cette cause en délibéré. Il va donc la reporter pour se donner le temps de bien étudier le dossier. Ce sera ensuite par le biais de son avocat que l'accusé va reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Procès. Ce procès se tiendra au palais de justice de Trois-Rivières et ne sera en fait qu'une formalité. Dès l'ouverture, et avant de le déclarer criminellement non responsable pour troubles mentaux, le magistrat fera tout d'abord un récit détaillé de cette sombre histoire. Voici donc un résumé, tel que décrit dans la presse du 10 juillet 2008, quelque peu différent et beaucoup plus précis du déroulement des événements que ce que je vous ai présenté tantôt. Maintenant, place à l'horreur. Alain Piché vivait avec sa mère Lucie Fournier dans la maison familiale du 495 rue Milot. Son père, Gaétan, vivait dans une résidence spécialisée en raison de problèmes de schizophrénie. Toutefois, il retournait dans sa famille toutes les fins de semaine. Le 20 mars 2007, de retour d'une visite chez son dentiste, Alain Piché veut mettre son plan à exécution. Il ne peut garder ses parents en vie s'il veut sauver du génocide 5 millions de personnes dans le sud de la France. Il entend sa mère se préparer à aller prendre une douche. Il descend rapidement au sous-sol et y saisit une hache. Il remonte au rez-de-chaussée et se dirige d'un pas décidé vers la salle de bain. Il fonce sur sa mère et l'assomme à coups de hache. Il se saisira ensuite d'un couteau de cuisine pour lui trancher la tête. My God, je trouve ça tellement effrayant. Je continue quand même. Piché ne veut pas laisser de traces de son matricide et nettoie méticuleusement la scène de crime. Il déposera ensuite le corps dans un congélateur. En fait, il ne voulait pas que son père se doute de quoi que ce soit lors de sa prochaine visite. Mais Gaétan Piché, le père, est inquiet. Il avait l'habitude d'appeler sa conjointe tous les jours.
Il laisse des messages sur le répondeur téléphonique, mais personne ne retourne ses appels. Bon, rendu à ce moment-ci de son récit, le juge soulignera que les plans d'Alain Piché pour tuer son père n'étaient pas encore arrêtés et dira aussi qu'il redoutait les démarches que son père pourrait faire. Et il avait raison, car Gaétan Piché a bel et bien communiqué avec la police pour lui faire part de ses inquiétudes. Fin de la parenthèse. Je continue. Un policier se rend sur la rue Milot et cogne à la porte. Il n'obtient aucune réponse, il conclut que tout va bien. Mais Gaétan Piché est toujours aussi inquiet et il décide de quitter sa maison d'hébergement. Une fois chez lui, il se retrouve face à son fils. Il insiste pour savoir où est sa mère, mais Alain Piché ne répond pas. Profitant de ce que son père avait besoin d'aller à la salle de bain, il va au sous-sol, reprend la hache et, sans hésitation, va le rejoindre à la salle de toilette. Comme il l'a fait avec sa mère, Piché assène plusieurs coups à la tête de son père. Une fois assommé, il lui tranche la tête avec un couteau de cuisine et va déposer le corps dans le congélateur par-dessus celui de sa mère. Le lendemain, des policiers retournent chez les Piché. Ils interrogent le fils qui dormait. Les réponses sont nébuleuses de telle sorte que les policiers fouillent la maison où ils y feront finalement la macabre découverte des 2 corps. Mais étant fan de précision et de détails comme vous le savez maintenant, j'ajouterai quelques infos de plus à ce récit. Dans les choses à préciser, je mentionnerai que lorsque les policiers sont entrés dans la maison et qu'ils ont appelé à voix haute pour savoir s'il y avait quelqu'un dans la place, ils obtiendront bien une réponse d'Alain. C'est donc en descendant vers le sous-sol qu'ils vont l'entendre leur répondre « Oui, oui, il y a quelqu'un, je vais me lever ». Il était couché dans sa chambre et se lèvera pour aller à la rencontre des policiers. Les gendarmes vont alors lui demander s'il savait où se trouvaient ses parents. Piché leur répondra qu'il ne les avait pas vus, mais ses réponses étaient incohérentes. Bien sûr, les policiers trouveront que tout ça ne tenait pas debout du tout. Piché va leur demander de partir, vu qu'ils n'avaient aucun mandat. C'est ensuite devant la réaction étrange d'Alain qu'ils continueront leur fouille. L'instinct naturel des flics sans doute, mais aussi le fait qu'ils ont ensuite vu des couvertures imbibées de sang, ainsi que de la nourriture traînant par terre en train de dégeler près du congélateur. Et c'est après ça qu'ils découvriront les corps décapités de ses parents. Ensuite, il est bon de savoir que Gaétan Piché avait bien essayé de se défendre contre son fils lors de l'attaque, mais il n'était malheureusement pas de taille. Il va bien résister un moment, mais Alain aura rapidement le dessus sur lui. Après avoir décapité son père avec un étonnant sang-froid, allez savoir pourquoi, mais il va ensuite le déshabiller et le dépouiller de son porte-monnaie ainsi que de son jonc de mariage. Puis, tout comme il l'avait fait la veille pour sa mère, il va enrouler le corps de son père dans une couverture pour ensuite le descendre au sous-sol. Une fois arrivé en bas, il va de nouveau vider le congélateur de son contenu et y déposera Gaétan par-dessus celui de sa femme. Après ça, il mettra ses vêtements tachés de sang dans un sac. Je n'ai toutefois pas l'info d'où il aurait mis ce sac par la suite. Le lendemain matin, Piché va s'atteler à changer les serrures des portes de la salle de bain ainsi que celles du sous-sol par des serrures à verrou dans le but évident de camoufler les traces de ses crimes. Voilà pour les rectifications. Allons maintenant voir la réaction des proches de l'accusé. La famille de l'accusé va s'adresser au tribunal pour demander plus d'aide et de support pour les proches des personnes souffrant de troubles mentaux. Aline Fournier, la sœur de la maman d'Alain, dira d'ailleurs que, malgré tout le mal qu'avait fait son neveu, elle ne lui en voulait pas et elle ne lui souhaitait que du bien malgré tout. Elle va aussi dire, et je la cite, « Je l'aimais et je l'aime encore, Alain. Il était un enfant intelligent, mais il est malade. C'est en psychiatrie qu'il est bien. » Aline dira également que sa sœur lui avait déjà confié qu'elle préférait se laisser tuer par son propre fils plutôt que de le tuer elle-même ou bien de le renier. Elle va refuser de blâmer sa sœur et dira qu'elle n'était pas une femme ni une mère,
mais plutôt la servante de son fils et de son mari, lui aussi souffrant de cette même maudite maladie mentale. D'ailleurs, la cousine de l'accusé aura le même son de cloche à ce propos. Elle dira quant à elle que sa tante vivait carrément dans la terreur. Lucie, la maman de l'accusé, lui avait d'ailleurs confié que son fils devenait de plus en plus agressif lorsque sa famille lui parlait de le faire traiter. Il ne voulait absolument rien savoir de ça. À un moment donné, Lucie leur avait même demandé de laisser tomber cette idée. En fait, sa propre maison était devenue un lieu de séquestration. Son fils s'était emparé de chacune des pièces pour les faire siennes. Il éloignait tout le monde. Elle dira que sa tante fonctionnait par la peur et les menaces. La pauvre. Bref, que le niveau de violence psychologique qu'elle subissait de la part de son fils était terrifiant. C'était loin d'être Jojo dans cette famille et ils étaient bien sûr tous au courant de ces faits. Pour terminer, la cousine de l'accusé réclamera d'être informée de la tenue de chaque audience devant la commission d'examen pour troubles mentaux où devra se présenter Piché. Mais pas que ça. Elle demandera qu'un périmètre de sécurité lui soit imposé si son cousin devait être libéré afin qu'il ne s'approche pas de sa famille. Ils avaient tous extrêmement peur. À partir d'ici, Alain Piché sera évalué une fois par année. Enfin, selon la procédure normale, bien sûr. Ce constat deviendra alors un lourd fardeau pour sa famille proche. Ils devront, à compter de maintenant, attendre avec impatience le nouveau rapport d'évaluation de la commission des examens. Si l'état mental de Piché s'améliorait sensiblement, il pourrait éventuellement être remis en liberté. Ça fait peur. Certaines personnes de sa famille, dont une autre de ses tantes, dira souhaiter qu'il soit gardé à vie dans un lieu sécuritaire. Elle ira même jusqu'à dire être persuadée qu'elle aurait elle aussi été assassinée si elle était allée voir sa sœur le jour des événements. Mais ça, on ne le saura jamais. Elle soulignera même, et je la cite, « Je plains Alain, mais pour ma sœur et mon beau-frère, ils sont plus heureux maintenant où ils sont. Je l'aimais et je ne suis presque pas capable de lui en vouloir. » En réalité, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle disait à sa sœur de placer son fils, mais cette maman ne voulait pas du tout en arriver là avec lui. 1 an va ensuite passer. Semi-liberté. Ce comptable de maintenant 37 ans, qui a été reconnu non criminellement responsable des atrocités qu'il a commises sur ses parents, pourrait maintenant avoir droit à une certaine forme de liberté. Effectivement, car la commission d'examen aura maintenant le mandat de le réévaluer. Ils se fieront alors aux recommandations de la médecin psychiatre traitant de Piché, qui proposait déjà une réinsertion sociale graduelle. 3 membres de cette commission vont maintenant se réunir au Centre régional de santé mentale du C3S de l'Énergie pour y entendre les arguments de 7 docteurs. Mais ce n'est pas tout. Ils auront également à entendre les arguments de 2 des membres de la famille de l'assassin qui viendront s'opposer, énergiquement d'ailleurs, à cette idée que cet homme dont ils avaient très peur retourne en société. Nous y reviendrons un peu plus loin. Cette médecin psychiatre a tout de même traité Piché durant tous ces mois où il était interné. Elle va constater, au fil de ses rencontres, que cet homme présentait un délire complexe qui avait, petit à petit, envahi tout son être. Elle avait alors conclu à un diagnostic de schizophrénie paranoïde avec dépression majeure. Lorsqu'elle arrivera devant la commission, elle racontera des petits bouts de vie de son patient. Elle leur mentionnera qu'en 2001-2002, Piché avait quitté le Québec pour se rendre en France, mais que, dès son arrivée, il avait dû être hospitalisé en psychiatrie. Je n'en sais pas plus à ce propos. Ensuite, en 2006, il avait été envahi par une forme de délire très accaparant qui l'avait amené à cesser sa médication en janvier 2007. Quelques semaines plus tard, il commettait le meurtre de ses parents. Elle leur expliquera également le traitement qu'elle lui avait prescrit durant son hospitalisation pour les troubles auxquels il faisait face. Elle parlera entre autres d'un antidépresseur, puis d'un anxiolytique et enfin d'un antipsychotique. Selon elle, c'est ce dernier traitement qui aurait permis à son patient de briser la consigne du silence qu'il s'était imposée.
Elle va dire qu'il répondait très bien aux différents médocs qu'elle lui faisait prendre et que c'est ce qui lui aurait alors permis d'améliorer considérablement son état. La conclusion de son rapport sera que l'état de Piché se détériorait surtout lors de moments de stress accru. Elle va également écrire que, durant son hospitalisation, il avait souvent verbalisé le besoin de demander pardon à ses parents et aussi de veiller sur lui dans ses prières, mais pas uniquement. Il aurait aussi été affecté par les propos qu'avait tenus sa famille à l'effet qu'il s'en tirait trop bien. Il était même affecté à chaque fois que les médias faisaient état des circonstances de la mort de ses parents. Donc, selon elle, il n'était pas totalement prêt à sortir car il présentait encore, à l'occasion, des scénarios catastrophiques. Elle dira que le risque de récidive d'actes violents serait faible, considérant qu'il s'agit d'une première offense. Est-ce que ce fait était censé rassurer ses proches? Enfin bref, ce sera donc pour toutes ces raisons qu'elle va soutenir qu'avec un bon encadrement et un soutien adéquat, combiné à la prise quotidienne supervisée de sa médication, que son patient pourrait maintenant bénéficier de sorties progressives. Ces sorties seraient tout d'abord accompagnées de membres du personnel, puis, si possible et si tout se passe bien, sans accompagnement. Selon moi, ça sent le drame à plein nez, cette affaire-là. Inutile de vous mentionner que cette proposition de liberté progressive qui sera suggérée suscitera immédiatement une totale indignation pour la famille présente à cette commission. Ils diront qu'ils craignaient pour leur vie, en ajoutant que ce n'est pas vrai qu'après 18 mois seulement d'internement, ce type-là pouvait être réintégré à la société. Ils craignaient surtout que Piché ne prenne pas sa médication régulièrement. C'est quand même ça qui lui permettait de stabiliser son humeur. Ils préciseront tout de même qu'il ne s'agissait pas ici d'un simple vol de dépanneur, mais plutôt d'un double meurtre. D'ailleurs, à ce propos, une des voisines des Piché va rapidement lancer une pétition pour justement éviter cette remise en liberté. Tous les voisins aux alentours se rappellent encore la découverte des corps décapités à la hache, trouvés par les policiers 1 an plus tôt. Cet horrible souvenir hante encore, de toute évidence, tout le voisinage. Pour cette raison, la récolte de signatures pour leur pétition ira bon train. Plus d'une centaine de personnes, en fait plus de 400 personnes, vont soutenir cette démarche. La plupart d'entre eux sont même venus de leur plein gré pour la signer. Bien évidemment, cette voisine inquiète interpellera directement la commission d'examen des troubles mentaux à l'aide de sa pétition. Est-ce que les commissaires accueilleront ce mouvement de grogne des voisins inquiets ou bien l'ignoreront-ils? Il sera d'ailleurs mentionné par un de ses voisins que « plus longtemps il sera enfermé, plus longtemps nous serons en sécurité ». Les commissaires ont maintenant quelques semaines pour prendre leur décision. Cependant, en attendant leur verdict, des sorties supervisées pourraient tout de même être organisées pour Piché. What the fuck? À la suite de ces quelques semaines passées, par prudence, la commission d'examen des troubles mentaux décidera que, à court terme, Piché ne pourra pas bénéficier de sorties sans accompagnement. Cool! Inutile de vous spécifier que tous les membres de cette famille seront ravis de cette décision des commissaires. Ces mêmes commissaires souligneront toutefois qu'ils attendront le retour du médecin traitant de Piché, qui est en congé de maternité, pour qu'elle leur propose un plan de réinsertion sociale. Ils diront que lorsqu'elle reviendra de son congé, elle pourra superviser les premières sorties de l'accusé sur le terrain de l'hôpital, si son état mental le permet, bien sûr. Par précaution, si une telle chose arrive, le tribunal va plutôt se réserver le droit d'évaluer les prochaines étapes que cet homme franchira et de son comportement lors de ces sorties qu'il fera, avant de le laisser sortir seul. Maudite bonne idée. Évidemment, quand le plan de la docteure psychiatre sera en place pour sa réinsertion sociale et que l'état mental de son patient sera stable pendant une période prolongée, une demande de révision pourra être adressée au tribunal. La loi fixée pour un tel délai est de 12 mois. Julie Martel, la cousine d'Alain Piché, va surtout déplorer le fait que la docteure de son cousin ne les avait pas consultés. Elle mentionnera à ce sujet, et je la cite. « On continue de craindre pour nous et nos proches parce que nous savons comment il est et comment il peut agir. S'il sort de là, quelqu'un d'autre va y passer.
Ce n'est pas facile pour personne et le délai mentionné est trop court. On nous dit que sa docteure pourra refaire une demande devant la commission en revenant de son congé de maternité. Après ça, on nous dit que cette décision pourra être réévaluée à tous les ans. Nous, on aurait aimé que ce soit plus long que ça. On peut les comprendre. L'héritage. Depuis quelques minutes, je vous parle de la possibilité que Piché puisse sortir, mais qu'en est-il de la maison de ses parents? Où irait-il? A-t-il le droit d'y retourner après tout le mal qu'il leur a fait? Que se passe-t-il avec ce genre de cas? Voyons ça de plus près. En fait, la famille va se battre devant les tribunaux pour justement contester le testament des parents de Piché afin qu'ils ne puissent pas toucher leur succession. Ce qui va de soi selon moi, mais apparemment, ça ne fonctionnerait pas de cette manière. Il s'agit tout de même d'un héritage de plus de 300 000 $ dont il serait le seul héritier. Une tante, ainsi qu'un des cousins de l'accusé, le jugeront indigne de recevoir cet héritage et avec raison, tandis que son avocat expliquera que son client avait tout de même été jugé non criminellement responsable de ses actes. Donc, selon lui, Piché y aurait droit. Il faut savoir que le Code civil prévoit qu'un individu qui a tué une personne devient indigne d'hériter. Un juge de la Cour supérieure à Trois-Rivières tranchera. Alain Piché ne touchera donc pas un sou de cet héritage. Une bonne chose de régler pour l'instant. La famille de cet homme sera sans conteste soulagée de cette décision. Cependant, plusieurs penseront qu'ils avaient fait toutes ces démarches dans le seul but d'avoir une partie de cet héritage pour s'enrichir, mais la tante de Piché dira à ce sujet, et je la cite. « Moi, je m'en fiche pas mal de ce qui va arriver avec les sous de la maison. Je veux seulement que ma famille et mes proches soient à l'abri. » Cependant, ils devront patienter avant une décision finale, car Piché n'en restera pas là. Il amènera cette décision en appel. Je vous en reparle d'ailleurs plus loin dans l'histoire, car cette décision ne sera pas prise avant au moins 3 ans. Mais la vie continue évidemment et elle passe vite. Un peu trop vite selon certains membres de cette famille, car ils vont bientôt apprendre que Piché profitait maintenant de sorties supervisées. Pire encore, ils vont aussi apprendre que cet homme était même déjà retourné plusieurs fois à la maison familiale où le drame s'est déroulé. Pour éviter des problèmes, les responsables de cette décision avaient tout de même pris soin d'aviser les gens du voisinage de la présence de Piché sur les lieux. Trop aimable. Ils vont bien sûr s'empresser de mentionner qu'aucun incident n'était survenu lors de ces sorties. Ce qui est arrivé en fait, c'est que Piché devait obligatoirement être supervisé, c'est-à-dire accompagné de quelques personnes à chacune de ses sorties. Le hic, c'est que la décision qui a été rendue à ce moment-là donnait à penser que ces sorties ne pouvaient se faire que sur les terrains de l'hôpital, mais en vrai, ce malentendu permettra tout de même à cet homme ces sorties qui se sont produites avant la période des fêtes. Un cadeau de Noël avant le temps, il faut croire. Son avocat dira à ce propos que c'était bien là une preuve que son client ne représentait pas le danger tant craint par sa famille et le voisinage. C'est discutable. Le dossier de Piché sera révisé quelque temps plus tard et le succès de ses sorties sera bien sûr mentionné. Sa psychiatre étant maintenant de retour de son congé de maternité, elle va conclure sur le fait que la santé mentale de son patient s'était nettement améliorée et pouvait maintenant faire l'objet d'une autre révision également de la part de la commission d'examen. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales va plutôt maintenir que, de son côté, il était encore beaucoup trop tôt pour lui permettre des sorties non supervisées. Il dira « Je n'ai pas encore pris connaissance du rapport du docteur Allard, mais de toute façon, je crois que cet homme est encore trop fragile et que les événements sont encore trop récents pour qu'on le remette en liberté sans supervision. Et je suis complètement d'accord avec lui. » Il va aussi ajouter que les facteurs de stress qui perturbaient Alain Piché étaient toujours présents. Piché repassera malgré tout une nouvelle fois devant la commission d'examen des troubles mentaux. Cet ancien comptable trifluvien sait maintenant qu'il ne retournera pas dans la funeste maison familiale. Cependant, il s'était bien préparé cette fois à vendre sa salade devant la commission. Lui et ses nombreux arguments étaient prêts. Ce qu'il espérait en fait, c'est de pouvoir s'installer, éventuellement, quelque part dans la région de Shawinigan.
Ce sera donc en pleine forme que pendant plus d'1 heure, il viendra répondre aux questions des commissaires, mais aussi celles de son avocat et du procureur aux poursuites criminelles et pénales, et fera même preuve d'une grande lucidité dans ses réponses. Sa médication semblait donc bien fonctionner pour lui. Tant mieux. Il leur soulignera entre autres qu'il était bien conscient de sa maladie, dont le nom officiel est trouble schizo-affectif unipolaire, et dira aussi être conscient qu'il devra prendre des médicaments pour le reste de sa vie. Il sait très bien que c'est une condition essentielle à son bien-être physique et mental. Mais les prendra-t-il vraiment? Rien n'est moins sûr. Piché est tout à fait conscient que les périodes de liberté non surveillée dont il aura droit devront se faire par étapes. Cependant, sa crainte vient surtout du fait qu'il appréhende les injures que les gens qui le reconnaîtront dans la rue pourraient lui dire en rapport avec la mort brutale de ses parents. Il va affirmer qu'il essaiera de ne pas réagir lorsque ça lui arrivera et qu'il laissera les gens penser ce qu'ils veulent. Il sait très bien que s'il réagit par des gestes ou bien des paroles agressives, cela anéantirait tous les efforts qu'il consent maintenant à faire pour s'en sortir. Il dira au commissaire qu'il avait confiance en ses moyens, et je le cite. « J'ai ce qu'il faut pour me maintenir dans la réalité. Les gens ont tort de s'inquiéter de me voir retourner en société. » La famille proche de Piché sera malheureusement écartée de cette nouvelle comparution, tandis qu'Alain Piché était visiblement satisfait de sa présentation. Il dira même, pour terminer, qu'il respecterait toute décision rendue par la commission. Je n'en suis pas si sûr. D'ailleurs, nous verrons ça bientôt. Avant qu'une décision ne soit prise concernant ces sorties non supervisées, un plan de réinsertion sera présenté par la commission au médecin traitant de Piché. Cette dernière, consciente de l'évolution de la santé mentale de son patient, va se montrer convaincante auprès des commissaires. Ce sera donc d'un ton déterminé qu'elle leur dira qu'il n'était maintenant plus aux prises avec les troubles mentaux sévères qu'il avait déconnectés de la réalité au moment des 2 meurtres. Elle leur expliquera que la dose d'un médicament, le Seroquel, administré en dose de 100 mg dans les mois précédant le drame, n'avait rien fait pour amoindrir sa psychose, mais qu'aujourd'hui, il avait plutôt droit à des doses de 1100 mg et que donc, son état mental s'en était beaucoup amélioré. Pour ce qui est de la peur des commissaires que son patient abandonne sa médication une fois à l'extérieur, elle va répondre qu'il n'y avait aucun risque, car pour un bon bout de temps, Alain Piché continuera de coucher au pavillon Sainte-Thérèse. Sa prise de médicaments se prendrait donc sous supervision le matin avant de quitter et le soir au coucher. Il sera finalement décidé que, comme cet homme fonctionnait maintenant plutôt bien, qu'il était maintenant arrivé à cette étape qu'est la liberté non supervisée. Mais pas de panique. Avant que ne prenne forme cette nouvelle décision des commissaires, elle sera rapidement stoppée par le DPCP. À la bonne heure. Après cette énorme frousse de le laisser sortir, la poursuite demandera une nouvelle audition. En effet, et Piché devra donc prendre son mal en patience avant de pouvoir profiter de cette toute nouvelle liberté qui venait de lui être octroyée. Ce procureur va maintenant vouloir casser cette décision. Il expliquera qu'il voulait en fait un 2e avis psychiatrique. Mais pas seulement. Ce procureur était d'avis que le public n'était pas suffisamment protégé par cette décision prise par les commissaires, car elle ne prévoyait aucune mesure de contrôle à propos des allées et venues de cet homme. Selon la poursuite, les commissaires n'ont pas suffisamment évalué le risque que Piché représentait encore. Évidemment, ce dossier sera traité en priorité par la Cour d'appel. D'ici à ce qu'il ait lieu, la décision qui avait été prise de la commission sera automatiquement suspendue jusqu'au prochain règlement. Encore une fois, Piché va décider de se défendre seul et va abandonner son avocat. Il ira même jusqu'à contester la compétence de la Cour d'appel qui, selon lui, n'aurait pas l'autorité nécessaire pour réviser la décision de la commission des examens. Il va donc maintenant demander à cette Cour d'appel de ne pas donner suite à cette demande qui venait d'être autorisée pour la révision de sa demande de sortie supervisée. Il pétait carrément les plombs. Déchéance. Alain Piché n'acceptait pas du tout ce revirement de situation, l'obligeant, encore une fois, à subir une autre évaluation psychiatrique.
il en avait vraiment marre. Mais pire encore, il s'opposait maintenant à sa propre remise en liberté. En signe de rébellion sans doute, il va, petit à petit, couper les ponts avec tout le personnel de l'établissement et même avec son médecin traitant. Il ne voulait aucun contact, même visuel, avec eux. Il aura aussi divers comportements inadéquats, comme le fait de jeter de la nourriture sous sa porte, en plus de son refus de vouloir participer à cette autre évaluation. Comme ça ne semblait pas le calmer, il va se rendre dans un des départements du pavillon où il était interné et va foutre le feu à une poche de linge souillé à l'aide d'un briquet. Briquet qui d'ailleurs était retenu avec une chaînette qu'il va briser. Évidemment, comme on peut s'y attendre, la fumée et la chaleur que cet incendie va produire déclenchera les gicleurs et créera beaucoup de dommages. Cette épaisse fumée et ces flammes auraient ensuite rendu l'air irrespirable dans la salle de toilette. Malheureusement pour lui, une bande vidéo de surveillance démontrera par la suite que cet homme était le seul à se trouver à proximité de ce local à ce moment-là. En plus de 2 témoins qui l'auraient aperçu se dirigeant vers la pièce où le feu avait commencé, un journal sous le bras, et quitter les lieux après le déclenchement de l'alarme de feu. Mais anyway, Piché a fini par avouer. Lorsque les membres de sa famille apprendront cet événement, ils vont tout de suite remettre en question l'évaluation psychiatrique qu'il avait passée. Pour eux, il était encore une fois évident que le traitement qu'ils suivaient n'était pas suffisamment efficace. Un cousin de Piché dira d'ailleurs « Ça nous laisse un goût amer face à l'évaluation psychiatrique qui a été faite dans son cas. On nous assurait qu'il ne représentait plus une menace pour personne et qu'il prenait sa médication de manière surveillée. Et malgré tout ça, il arrive à mettre le feu à l'intérieur de l'hôpital, là où il est surveillé et contrôlé. Belle sécurité. » À la suite de ce fâcheux événement, il sera demandé qu'Alain Piché soit envoyé à l'Institut Philippe Pinel contre son gré. Lorsqu'il sera transféré à ce nouvel endroit, il devra se soumettre à une autre évaluation, mais cette fois en rapport avec cet incendie. Malgré son refus de se faire évaluer à nouveau, un juge tranchera. Alain Piché n'aura donc pas le choix. Lorsque cette nouvelle audience aura lieu, Piché sera très bien préparé. Il plaidera sa cause devant le juge en employant le langage et les termes généralement utilisés par de vrais avocats. Il lui mentionnera qu'on ne pouvait pas contraindre indéfiniment un individu à subir une évaluation psychiatrique, en ajoutant que de telles évaluations seraient nulles car elles seraient réalisées sous la contrainte. Effectivement, et il va aussi lui dire qu'il était responsable de ses actes, qu'il était sain d'esprit et qu'il avait la capacité de se défendre seul. Un mois plus tard, lors de la prochaine comparution en cours concernant cette autre évaluation qu'il devait passer, les personnes responsables se rendront compte que Piché n'avait en fait jamais été conduit à Pinel. Et une ratée de plus dans ce dossier. Cette évaluation n'a donc jamais été faite. Ce serait son médecin traitant qui aurait complètement oublié de faire cette demande de transfert. Une fois cette erreur constatée, les autorités apprendront aussi qu'il n'y avait plus de place à l'Institut Pinel et ils ignoraient à quel moment il y en aurait une qui se libérerait. De plus, le Centre régional de santé mentale où il était présentement interné ne voulait plus rien savoir de le traiter. Quant à sa psy, elle changera son fusil d'épaule. Elle estimait maintenant que la dangerosité de son patient faisait en sorte qu'il ne pouvait plus y être soigné adéquatement. Elle va donc maintenant, elle aussi, réclamer son transfert à Pinel quand une place se libérera. Selon elle, l'histoire de son patient était trop médiatisée, ce qui faisait en sorte qu'il faisait régulièrement l'objet de mauvais commentaires de la part des médias bien sûr, mais aussi de la population en général. Ça lui procurait un grand stress et c'est ce qui aurait déclenché la réapparition de ces crises psychotiques, entre autres. Mais en attendant, comme aucune place n'est encore disponible, il sera finalement ordonné qu'il soit détenu à la prison de Trois-Rivières. Après tout, il a quand même eu un geste criminel en allumant cet incendie. D'ailleurs, à propos de son transfert à Pinel, un juge tranchera. Il sera finalement décidé que ce transfert ne pourra pas se faire tant et aussi longtemps que le dossier de crime incendie ne sera pas réglé. Un procès aura donc lieu pour ça quelques mois plus tard. La prison.
La journée de son admission à la prison de Trois-Rivières ne sera pas une de ses meilleures, car, dès son arrivée, Piché va agresser un agent en service correctionnel. Il va s'emporter pour un simple refus de cigarette. En fait, c'est dans un secteur sécurisé de la prison, en attente de faire son admission, qu'il se serait impatienté. Il avait demandé à avoir une clope qui n'arrivait pas. Un agent de sécurité lui aurait pourtant demandé d'attendre son tour. Il n'aurait peut-être pas dû, car Piché va alors tenter de le mordre. Vous avez bien entendu. Il faudra l'intervention de plusieurs hommes pour arriver à le maîtriser. À la suite de cet incident, Alain Piché sera placé dans une cellule disciplinaire. Un nouveau psychiatre viendra maintenant évaluer cet homme. Enfin, il tentera tant bien que mal de le faire, malgré son refus. Pour faire bref, il mentionnera par la suite au commissaire que Piché représentait un risque significatif pour la société et qu'il devait être confié à une unité spécialisée de Pinel. C'est à la suite de ce rapport que les commissaires décideront que cet individu ne pourra définitivement plus bénéficier de sorties supervisées. Borné comme il l'était, Piché va refuser de se présenter à cette audience car il était convaincu d'avoir déjà tout dit à ce sujet. Il dira même au médecin que, si on voulait l'amener de force, il résisterait. Ce même médecin dira d'ailleurs que ce patient portait constamment plainte pour toutes sortes de raisons et qu'il s'était même montré harcelant avec le personnel. À tel point qu'ils ont même dû, à un certain moment, lui faire porter des menottes ambulatoires pour éviter tout incident fâcheux. Il s'agit ici de menottes qui retiennent les mains à une ceinture sur le devant du corps. Une autre partie du rapport de ce psy est intéressante à connaître. Il y mentionnait entre autres que la médication actuellement administrée à Piché n'était pas du tout garante d'une évolution positive de la situation. Effectivement, et on l'a bien vu nous aussi. Selon lui, ce patient n'aurait pas encore métabolisé la mort brutale de ses parents. D'ailleurs, à ce propos, Piché lui avait justement dit ne jamais s'être senti aussi bien depuis qu'il avait posé ce geste sur eux, en ajoutant qu'il avait posé les bons gestes à ce moment-là et qu'il ne regrettait rien du tout. Piché lui avait aussi dit que personne ne pouvait porter de jugement sur le geste qu'il avait commis parce que, selon lui, il faudrait avoir vécu au moins 36 ans avec ses parents pour avoir ce droit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet homme et son père, comme on le sait maintenant, n'étaient pas les seuls de la famille à avoir cette fichue maladie. En fait, 3 de ses tantes l'avaient également. Lors d'une rare confidence que lui fera Piché, il lui racontera qu'il avait toujours craint de ressembler à son père et qu'il avait aussi peur de vivre les mêmes désordres mentaux que lui. En vrai, depuis qu'il est ado, Piché est un individu tourmenté et renfermé. Il dira avoir toujours eu beaucoup de difficultés à communiquer avec son entourage, à tel point que sa mère devait lui écrire alors qu'ils vivaient tous sous le même toit. Selon ce psy, Piché aurait aussi déjà présenté des délires mystiques, c'est-à-dire qu'il pouvait parfois lui arriver de se prendre carrément pour Jésus et qu'il se sentait même souvent en état de péché. Lorsqu'une place se libérera enfin à Pinel, Piché sera dirigé vers une unité spécialisée, mais surtout, il sera pris en charge par des spécialistes ayant une formation avec des personnes expérimentées, impliquées dans des parricides, des matricides ou bien des fatricides. Bien évidemment, ce processus de traitement sera long. Les différents spécialistes parlent même de plusieurs années. Il faut ce qu'il faut. Ce psy, qui venait de l'évaluer, était persuadé que ce patient devait absolument accepter sa maladie et la comprendre pour pouvoir cheminer par la suite et conclura son rapport en disant que ce ne serait qu'à la suite de ça qu'un traitement thérapeutique efficace pourra être mis en place pour lui. Deuxième procès. Quelques mois plus tard, au palais de justice de Shawinigan, aura lieu le deuxième procès de Piché, mais cette fois à propos de l'incendie qu'il a déclenché au centre. Lors de ce nouveau procès, l'ex-comptable arrivera calme et reposé, la barbe non taillée et surtout, encore une fois, bien préparé pour se représenter. Des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises pour qu'il n'y ait pas d'autres incidents fâcheux comme celui pour lequel il était justement maintenant jugé.
C'est seulement à ce moment-là que Piché expliquera les raisons exactes de son geste. Il dira au juge qu'il avait mis le feu parce qu'il avait besoin d'aide et qu'il voulait changer d'air. Il était de plus en plus isolé. Aussi, il avait remarqué sur un paquet de cigarettes la mention « La cigarette crée une très forte dépendance, plus forte selon certaines études que l'héroïne ou la cocaïne ». Ce serait donc en volant le briquet qu'il se serait dit que, sans briquet, personne ne pourrait fumer. Piché aurait par la suite jeté ce même briquet dans la cuvette sanitaire après son délit. Les pensées de cet homme l'amenaient alors à croire que son geste venait de faire en sorte que les résidents de ce pavillon ne pourraient maintenant plus fumer pendant un bon moment. D'ailleurs, comme Piché fume lui aussi, il dira que, personnellement, il pouvait se passer de cigarettes. On a effectivement bien vu ça lors de son admission à la prison de Trois-Rivières. Au terme de procédures qui se sont étalées sur plusieurs mois, Piché sera finalement reconnu coupable d'avoir mis le feu à cette corbeille sans se soucier des conséquences de son geste. Les flammes avaient été rapidement éteintes, une chance, de telle sorte qu'aucune évacuation n'avait été rendue nécessaire. Bref, cet homme obtiendra finalement un sursis de sentence concernant cet incendie, c'est-à-dire que cette nouvelle sanction le condamnera plutôt à purger cette nouvelle peine dans la collectivité. En gros, rien de vraiment changé à sa présente situation, car il devra anyway rester où il est en ce moment, et ce, jusqu'à ce que la commission des examens lui donne le feu vert pour sortir. Il faut savoir qu'entre-temps, Piché avait enfin obtenu sa place à Pinel. Donc, au moment de déterminer sur cette sentence, le juge a dû tenir compte de la détention provisoire qu'il avait faite au printemps 2009 au centre de détention de Trois-Rivières et du séjour à l'Institut Pinel où il était maintenant installé depuis l'été d'avant, ce qui équivalait en tout à 13 mois. Parlant de choses dont vous devriez savoir à ce moment-ci de l'histoire, il y a aussi la suite de la saga concernant l'héritage de Piché. Souvenez-vous, il avait alors amené cette cause en appel. Nous en sommes là alors que 3 ans viennent de passer. En fait, et tenez-vous bien, la Cour d'appel du Québec va renverser la décision qui avait précédemment été prise par la Cour supérieure. Alain Piché était maintenant digne d'hériter de ses parents qui l'a tué. Ce jugement va évidemment en indigner plusieurs, dont la famille proche de Piché, ainsi que ses anciens voisins. D'ailleurs, un de ses cousins va très mal prendre cette décision. Lorsqu'il sera joint au téléphone pour donner son point de vue à ce propos, il dira, et je le cite, « Je suis choqué. Je n'ai pas pris connaissance du jugement au complet. On va prendre les décisions par la suite. Mais c'est sûr que je suis très déçu de la décision. Je ne trouve pas ça logique. Ça reste bloqué à travers la gorge. Il a tué ses 2 parents et il hérite de leurs biens. Ce n'est pas en raison de leur valeur, mais plus en raison du principe. » Pour les membres de la famille, ce nouveau rebondissement viendra malheureusement raviver des souvenirs douloureux. Ils diront qu'ils n'en resteront pas là et qu'ils se rencontreront prochainement pour prendre la décision ou non d'amener de nouveau cette cause en appel devant la Cour suprême cette fois. Mais finalement, la famille décidera plutôt, des mois plus tard et après s'être concertée, de tourner la page sur ce chapitre. En réalité, ce qui les a retenus de le faire sont surtout les coûts astronomiques que cette démarche représentait pour eux. Ils n'avaient carrément pas les fonds nécessaires pour se lancer dans une telle bataille juridique à nouveau. Pour ce qui est des voisins de Piché, ils vont déclarer qu'ils attendront encore un peu avant de monter de nouveau aux barricades. Selon eux, le jour où Piché reviendra vivre dans cette maison n'est pas encore arrivé, et je les cite. « Il est encore à Pinel pour l'instant, on va attendre. Il est apte à recevoir l'héritage de ses parents, mais est-ce qu'on va l'avoir comme voisin? J'espère que non. Nous souhaitons surtout qu'il ait compris que nous avons signé une pétition pour ne plus l'avoir dans ce quartier. » Selon les 3 juges qui ont rendu une décision, unanime d'ailleurs, une personne ne peut être responsable du préjudice causé par sa faute que lorsqu'elle est douée de raison, qu'elle est capable de discerner le bien du mal. Ces 3 juges auraient aussi mentionné que, vu le comportement de Piché dans les derniers mois avant la tuerie, en fait, 2 proches de la famille étaient venus soutenir, lors du premier procès, que Piché s'était montré très agressif envers sa mère dans les mois précédant les meurtres, en plus que la police avait été contactée à au moins 9 reprises par sa mère
en 2004 et 2005 à cause du comportement agressif de son gars ou plus précisément à cause de sa médication inappropriée. Donc, vu ce constat, les 3 juges croyaient que, comme cette mère de famille n'avait toujours pas modifié son testament à la suite de ces divers événements, c'est ce qui justifiait en quelque sorte leur décision, en plus du fait que Piché avait été jugé non responsable de ses actes pour ses meurtres et même s'il savait pertinemment que cette femme vivait carrément dans la terreur à cause de lui. Explication tout de même discutable selon moi. Mais anyway, cette maison sera finalement vendue. Comme Piché était toujours interné à Pinel, c'est un notaire qui fera l'intermédiaire avec les agents. Étonnamment, même si les courtiers en charge de la vendre ne cacheront rien aux futurs acheteurs concernant les 2 homicides arrivés à cet endroit, la maison se vendra tout de même rapidement. Lorsque Piché sera mentalement en mesure de réintégrer la société, ce dernier pourra bénéficier d'un héritage évalué à 300 000 $, en plus du 120 000 $ de l'achat de cette maison familiale et des voitures de ses parents. À ce propos, et pour faire court, Piché devra poursuivre son internement encore au moins 1 an à Pinel, car les autorités croient toujours qu'il représente un danger pour la société. Son nouveau psychiatre traitant conclura d'ailleurs que la dangerosité de son patient devait être considérée à ce jour comme toujours importante. Cette évaluation, qui sera d'ailleurs faite tous les ans, visera à vérifier l'état mental de Piché, son évolution ainsi que sa collaboration au traitement. Il ne faut pas oublier que pendant des mois, cet homme avait refusé de collaborer avec les intervenants, de telle sorte que son état n'avait guère évolué depuis. Il y a même une fois où il aurait même refusé de s'alimenter et de prendre ses médicaments. Il s'était alors replié sur lui-même, en position fétale sur son lit, et avait repoussé tout échange verbal et visuel avec quiconque. Ce jour-là, Piché présentait en fait une décompression psychotique aiguë. Une intervention pharmacologique d'urgence avait d'ailleurs dû être pratiquée à l'aide du médicament clopixol acufase. Ce traitement est justement utilisé pour des périodes aiguës de troubles mentaux. D'ailleurs, 2 jours après ce traitement choc, Piché avait changé significativement, au point de même s'ouvrir à son médecin pour lui dire qu'il vivait un ras-le-bol, une détresse profonde. Il se disait découragé à l'idée qu'il pourrait passer le reste de ses jours en institution. Selon ce médecin, il reste tout de même beaucoup de travail à faire pour améliorer la condition d'Alain Piché. Bref, il n'est pas encore sorti du bois. 5 ans plus tard. Lors de son évaluation annuelle, 5 années plus tard, la commission d'examen des troubles mentaux prendra la décision que cet homme était maintenant accessible à des sorties sans accompagnement. Les commissaires présents à cette évaluation vont conclure qu'au fil des 18 derniers mois qui venaient de passer, Piché avait tout de même fait preuve d'une bonne amélioration de son état mental. Du coup, en l'absence de symptômes et d'une dangerosité jugée maintenant minime par son psychiatre traitant, cet ex-comptable trifluvien pouvait enfin bénéficier de sorties sans personne pour l'accompagner. Évidemment, Piché ne sera pas lâché lousse comme ça dans la nature. Les modalités, la durée et la fréquence de ces sorties seront bien sûr établies par son équipe traitante en fonction de son état du moment. La seule condition que devra respecter Alain Piché sera de s'abstenir de communiquer avec sa famille. Évidemment, les commissaires ont posé directement la question à Piché, à savoir s'il allait être capable de gérer son stress et ses émotions une fois à l'extérieur, seul. Il leur a répondu qu'en cas d'injure par des gens qu'il reconnaîtrait sur la rue, qu'il saurait réagir adéquatement. Il leur dira « Je suis capable de faire la distinction entre le malade psychotique que j'étais et la personne que je suis maintenant. Dans un état normal, je suis non violent et pacifique. On aimerait vraiment le croire. » Il va dire ne pas vouloir revenir dans la région de Trois-Rivières lors de sa première sortie non supervisée. Il leur dira préférer rester à Montréal, car, pense-t-il, son anonymat serait préservé. En fait, il sait que ce sera effectivement le cas, car lors d'une quinzaine de sorties déjà faites en étant accompagné, il avait pu le constater. Pour ce qui est de sa famille, il va dire ne pas vouloir avoir de contact avec eux, surtout que la maison familiale est maintenant vendue. Cependant,
il leur mentionnera vouloir ériger une pierre tombale pour ses parents en passant par une entreprise de Montréal. Lors de cette même audience, son médecin traitant fera savoir au commissaire que son patient avait enfin pris conscience de sa maladie, de ses signes précurseurs et aussi qu'il avait réalisé le bien fondé de sa médication. Pour ce qui est de l'avocat de la famille, il aurait plutôt préféré que Piché ne soit pas autorisé à sortir seul. À la sortie de cette audience, il dira d'ailleurs, et je le cite, « Je m'attendais à ce qu'il ait droit à des sorties, mais j'aurais aimé que le public soit mieux protégé. Il n'a même pas la condition usuelle de garder la paix et d'avoir une bonne conduite. » Selon lui, cet homme ne serait pas du tout prêt à sortir seul, entre autres parce qu'il n'aurait pas encore intégré, de façon pratique, la nouvelle réalité qui l'attend maintenant à l'extérieur. Il dira, et je le cite encore une fois, « Il a pour l'instant un discours rationnel face à de possibles situations hostiles. Il soutient également n'avoir aucune inquiétude quant au fait de sortir seul dans la ville. Il tenait le même discours lors de son hospitalisation à l'hôpital Sainte-Thérèse à Shawinigan. Ses sorties avaient d'ailleurs été suspendues par la cour d'appel. Ce n'est pas normal, surtout qu'il dit lui-même avoir besoin d'encadrement, mais qu'il n'a pas de plan précis de sortie. Mais ne vous inquiétez pas, car, encore une fois, cette décision sera de nouveau portée en appel par la Couronne. D'ailleurs, ils justifieront cette décision par le fait que, et je les cite, « La loi prévoit qu'il y a nécessité de protéger le public tout en tenant compte des besoins de l'individu et de sa réhabilitation. » Dans le cas présent, il est clair qu'il représente toujours un danger pour la population car il demeure détenu à l'Institut Philippe Pinel. Or, s'il est dangereux pour le public, il doit être encadré lors de ses sorties. Il est primordial de lui imposer des conditions. Selon cet avocat de la Couronne, le fait de ne lui imposer que la condition de ne pas communiquer avec des membres de sa famille serait loin d'être suffisant pour protéger le public. En effet, il va donc demander à la Cour d'appel d'en imposer beaucoup plus à cet homme lors de ses sorties, soit celle de garder la paix et d'avoir une bonne conduite. Mais pas que. Lui et son équipe vont également demander qu'il lui soit interdit de posséder des armes, de consommer de l'alcool, des stupéfiants, des drogues de rue et de se rendre dans les bars. Verdict final. Ce sera finalement 1 an plus tard qu'une décision sera prise et où la Cour d'appel du Québec donnera raison à la Couronne. Piché devra maintenant demeurer à Pinel, mais avec des conditions beaucoup plus sévères cette fois pour ses sorties. Cette décision, prise unanimement par 3 juges, conclura que la Commission d'examen des troubles mentaux avait rendu une décision déraisonnable en abdiquant sa responsabilité de protéger le public. En plus de l'interdiction de ne pas contacter de membres de sa famille, Piché devra demeurer détenu à l'Institut Pinel. Il pourra cependant sortir sans être accompagné, mais seulement si son état mental le permet et pour des périodes d'au plus 8 heures par jour. Il devra également respecter un couvre-feu et donc être dans l'obligation d'être à Pinel de 20 heures à 8 heures le lendemain matin, sauf dans le cadre d'une sortie accompagnée par un membre du personnel de l'hôpital. Il ne pourra pas non plus coucher à l'extérieur de cet endroit. Il lui sera aussi interdit de posséder des armes à feu, des munitions, ce qui inclut des haches, des couteaux et toute arme blanche sauf des ustensiles pour prendre ses repas, et il ne pourra consommer de l'alcool ni se trouver dans des bars. Enfin, il devra garder la paix et avoir une bonne conduite. Évidemment, s'il ne respecte pas toutes ces nouvelles conditions, les policiers pourront tout de suite procéder à son arrestation. 10 ans plus tard. 10 ans vont passer après ce triste double meurtre. Où en est maintenant Alain Piché? Regardons ça ensemble. En fait, cet homme jugé non criminellement responsable de ces 2 meurtres est toujours sous la responsabilité de la Commission d'examen des troubles mentaux, mais ne réside maintenant plus à l'Institut Philippe Pinel. Il habiterait présentement dans une ressource intermédiaire de la région de Montréal. Il partagerait donc sa vie avec d'autres résidents où les repas lui sont servis tous les jours et où il bénéficie d'une certaine liberté dans ses activités quotidiennes. On sait aussi qu'il est toujours soumis aux mêmes conditions que nommées précédemment et qu'il doit aussi se conformer au plan de traitement de son médecin.
Depuis cette nouvelle vie en résidence familiale, Piché va adopter un rythme de vie plus actif. Il participera activement à plusieurs activités du style badminton, entraînement physique et cinéma. Il participera également aux tâches domestiques et va même s'inscrire à des cours de cuisine dans l'optique qu'il se voit un jour accorder le droit de pouvoir aller vivre seul dans son propre appartement supervisé. D'ailleurs, à ce propos, une demande sera faite, avec l'appui de son psychiatre traitant, mais aussi celle de la commission d'examen des troubles mentaux, afin qu'il soit éventuellement transféré dans un appartement supervisé où il résiderait cette fois seul et où il pourrait se faire ses propres repas, par exemple. Lorsqu'il passera devant la commission à ce sujet, il apparaîtra calme et réservé. Lorsqu'il sera appelé à commenter cette demande de transfert vers un appartement supervisé, il va leur indiquer qu'il se sentait maintenant prêt pour ça, qu'il était rendu là dans sa vie. Il ajoutera être respectueux des règles et de ne pas consommer d'alcool. Aussi, il estimera avoir toujours besoin de supervision, en plus de leur avouer que cette idée d'être supervisé le rassurait. Il leur indiquera aussi être motivé par la volonté d'avoir une vie encore plus normale et va leur admettre qu'il percevait à travers cette nouvelle autonomie une façon de s'occuper davantage, voyant ainsi une motivation à planifier son épicerie et à la préparation de ses repas. Son psy dira que l'état mental de son patient s'était bien stabilisé depuis quelques années, grâce entre autres à la prise régulière de sa médication. Il dira aussi qu'il faisait preuve d'une excellente collaboration en ce qui a trait à son suivi psychologique et qu'il démontrait maintenant une bonne alliance thérapeutique. Mais ce n'est pas tout. Piché faisait également preuve d'une excellente autocritique. Il serait maintenant conscient de la gravité des crimes qu'il a commis et des conséquences de son geste. Bien évidemment, les commissaires lui demanderont si le stress qu'il pourrait subir pourrait lui occasionner des changements dans ses nouvelles habitudes. Piché va admettre que ça lui ferait un petit pincement au cœur de quitter l'endroit où il habite depuis plusieurs années maintenant, mais qu'il croyait tout de même que ce changement serait bénéfique pour lui du fait de l'acquisition d'une plus grande autonomie. Ce qui rassurait en fait tout le monde, c'est que l'appartement où il pourrait aller vivre se trouvait dans un immeuble supervisé, à raison de 35 heures par semaine, avec en plus un service d'urgence téléphonique 24 heures par jour. En plus, il serait également en contact constant avec l'Institut Philippe Pinel. Bien sûr, avec aussi toujours les mêmes conditions qu'avant. Aucune décision ne semble encore avoir été prise à ce propos. Encore une fois, ce constat fera frémir la famille de Piché, dont sa cousine Julie, qui sera catégorique. Même après 10 ans passés, la crainte est toujours aussi présente pour elle, pour son frère et aussi pour ses parents, dont sa mère, qui était la sœur de la maman de Piché. Elle dira à ce propos, et je la cite, « Mes parents ont déménagé depuis le temps pour être certains que mon cousin ne possédait pas leur adresse. Ici, moi, j'ai un bon système d'alarme, mais ça a beau faire 10 ans, nous ne pourrons jamais tourner la page tant qu'il sera encore en vie. Je n'ai jamais pu dormir sur mes 2 oreilles depuis que c'est arrivé. » Elle dira également, « Ce n'est rien pour nous rassurer, car c'est un malade avec de l'argent. Aujourd'hui, on nous dit qu'il se trouverait dans la région de Montréal, mais nous savons aussi qu'il bénéficie de sorties non supervisées environ 12 heures par jour. Pour un sociopathe comme lui, ce n'est rien pour nous rassurer. » En effet. La conclusion. Le fait qu'Alain Piché ait dernièrement mentionné à la Commission des examens des troubles mentaux qu'il aurait besoin d'un suivi toute sa vie est bien la preuve qu'une certaine prise de conscience a été faite chez cet homme. En fait, il est même allé plus loin dans ses dires, en ajoutant à ce moment-là qu'il était hors de question qu'il revienne dans sa région natale et même qu'il ne souhaitait plus du tout retourner sur le marché du travail, car ça représentait pour lui un élément trop stressant. Tout comme il sait pertinemment que la prise de sa médication est essentielle pour lui. C'est tout de même étonnant de constater que beaucoup de gens souffrant de troubles mentaux graves ne respectent pas leur traitement et leur médication. Cet homme malade mentalement, qui croyait fermement être mandataire d'une mission divine lorsqu'il a commis ses crimes, demeurera dorénavant sous la juridiction de la Commission d'examen des troubles mentaux avec une révision annuelle de son dossier. Cette situation pourrait d'ailleurs rester ainsi tout le reste de sa vie, à moins que la Commission en décide autrement, selon l'évolution de sa condition. Au moment où j'enregistre cet épisode,
Alain Piché vit maintenant un semblant de vie normale. Il a quitté l'Institut Philippe Pinel et habite dans un milieu d'hébergement de 8 personnes et moins. Il s'est fait quelques amis avec qui il va parfois au cinéma et avec qui il joue au bowling ou bien au tennis. De lui-même, il a aussi demandé à suivre une thérapie sur l'estime de soi et il rencontre aussi régulièrement quelques spécialistes de Pinel. Ce qui est bien aussi est le fait qu'il comprend maintenant sa maladie, son fonctionnement et l'utilité de prendre sa médication quotidiennement. Malgré autant de souvenirs douloureux du fait de ce geste affreux qu'il a commis, il avoue tout de même vivre dans un état confortable pour la première fois de sa vie. Tout ce qu'il souhaite maintenant, c'est de pouvoir demeurer en hébergement surveillé, loin des regards, pour aspirer à un semblant de bonheur. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Cet épisode mettait fin à la 2e saison de mon podcast. Je vous reviens aux alentours du mois prochain pour le premier épisode de la saison 3. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et, si vous êtes médicamenté, veuillez s'il vous plaît ne plus jamais oublier de prendre votre traitement. On ne sait jamais. OK, bye!